Le concierge immigré qui parle à voix basse, puis son ancien élève devient Premier ministre. La première sonnerie de la journée retentit dans les couloirs impeccables du prestigieux lycée Saint-Michel. Lucas Diallo, 52 ans, pousse lentement son chariot de nettoyage entre les salles de classe, son dos légèrement voûté après des années de labeur. Ses yeux fatigués mais bienveillants observent les élèves qui se précipitent vers leur cours, certains le bousculant sans même un regard, d'autres lui adressant un signe de tête distrait. « Excusez-moi, pourriez-vous nettoyer ça rapidement ? J'ai une réunion importante dans 10 minutes, lance Madame Vaillancourt, la directrice adjointe, en pointant une tache de café sur le sol de son bureau. « Bien sûr, madame, répond Lucas dans un français parfait mais teinté d'un léger accent. Sa voix est si douce que la directrice doit se pencher pour l'entendre. « Parlez plus fort, monsieur Diallo. » « Je ne comprends pas quand vous chuchotez comme ça, s'impatientait-elle avant de disparaître dans le couloir, ses talons claquant sur le carrelage. Ce que personne dans cette école ne soupçonnait, c'est que dans moins de 48 heures, l'établissement tout entier serait en effervescence, les caméras de télévision envahiraient le parking, et ce même concierge discret deviendrait le centre de l'attention nationale. La vie de Lucas Diallo, immigré malien qui parlait à voix basse et nettoyait les sols, allait basculer de façon spectaculaire. Si vous pensez déjà connaître la suite de cette histoire, détrompez-vous. Le retournement qui arrive est encore plus incroyable que ce que vous imaginez. Continuez à lire et dites-moi en commentaire si vous aviez deviné ce qui allait se passer. Dans la cafétéria, pendant la pause déjeuner, un groupe d'élèves de terminale discute bruyamment autour d'une table. Parmi eux, Alexandre Mercier, le fils du ministre de l'Éducation, ne se gêne pas pour parler fort. Mon père dit que le niveau baisse chaque année à cause des quotas d'immigrés dans les écoles. Ils ralentissent tout le monde. Ses amis acquiescent, habitués à ses opinions tranchées. À cet instant, Lucas passe près de leur table avec son chariot, ramassant discrètement les déchets abandonnés. « Et, le balayeur !» lance Alexandre, déclenchant des rires autour de lui. « Tu comprends ce que je dis ou tu parles seulement ? Comment on dit « Bambara » ?» Lucas continue son travail sans répondre, mais son regard croise celui d'Inès Benali, une élève brillante assise à l'écart qui observe la scène avec indignation. « Il parle mieux français que toi, Mercier, intervient-elle. Et probablement plus de langues que toute ta famille réunie. Oh, regardez qui défend les immigrés. La boursière qui n'a même pas les moyens de s'acheter un nouveau sac, rétorque Alexandre. Inès se lève brusquement, renversant presque sa chaise. Tu ne vaux pas la peine que je me mette en colère, dit-elle avant de quitter la cafétéria. Lucas termine son service et sort dans la cour. Inès est assise sur un banc, plongée dans un livre. Merci pour tout à l'heure, dit-il doucement en s'approchant d'elle. Mais vous ne devriez pas vous attirer d'ennui pour moi. Ce n'est rien, monsieur Diallo. Des gens comme Alexandre ne comprennent rien à la vie réelle, répond-elle en fermant son livre. Pourquoi parlez-vous toujours si doucement? Vous avez une très belle voix. Lucas sourit légèrement, hésitant. L'habitude, peut-être. Quand on vient d'ailleurs, on apprend vite à ne pas faire de bruit. Vous ne devriez pas vous effacer comme ça. Mon père dit toujours que chaque voix compte, surtout celle qu'on essaie de faire taire. Votre père semble être un homme sage. Il l'était, répond Inès, une ombre passant sur son visage. Il est décédé l'année dernière. Il était journaliste en Algérie avant notre arrivée en France. Le regard de Lucas s'adoucit. Je suis désolé pour votre père. Les mots ont du pouvoir, n'est-ce pas? C'est ce que j'enseignais autrefois. Vous étiez enseignant, s'étonne Inès. La sonnerie retentit avant que Lucas puisse répondre. Vous allez être en retard, dit-il en s'éloignant avec son chariot. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont la modestie cachait une histoire extraordinaire? Partagez votre expérience en commentaire si cette situation vous parle. Ce soir-là, dans son petit appartement de banlieue, Lucas corrige des copies universitaires, des lunettes posées sur son nez. Sur les murs, encadrés discrètement, plusieurs diplômes et distinctions témoignent d'une autre vie. Son téléphone vibre. Un message de son fils, Mamadou, « Papa, je viens d'être nommé. L'annonce officielle est pour demain. Je voulais que tu sois le premier à le savoir. » Lucas sourit, les yeux brillants de larmes. Il répond simplement, « Je suis si fier de toi, mon fils. » Il regarde ensuite la télévision, où les spéculations vont bon train sur la nomination imminente du nouveau Premier ministre. Après la démission surprise du précédent chef du gouvernement, le président doit annoncer son choix demain. Le lendemain, Lucas arrive à l'école comme d'habitude, mais quelque chose est différent. Des regards curieux le suivent dans les couloirs. Certains professeurs chuchotent sur son passage. À la pause déjeuner, alors qu'il nettoie une salle de classe vide, Madame Vaillancourt entre précipitamment. « Monsieur Diallo, dit-elle, visiblement nerveuse. Est-ce vrai ce qu'on raconte? Votre fils est, enfin, il va être nommé. » Je ne peux rien confirmer, madame, répond Lucas,
toujours aussi doucement. La directrice adjointe semble désemparée. Mais pourquoi n'avez-vous jamais rien dit? Pourquoi travaillez-vous comme concierge alors que votre fils est un homme politique important? Chaque travail a sa dignité, madame. Et le mien me permet de continuer à écrire mes livres le soir. Vos livres? Balbutie-t-elle. À cet instant, le portable de Lucas sonne. Il s'excuse et décroche. Son visage s'illumine en écoutant son interlocuteur. Oui, je comprends. Non, ne t'inquiète pas pour moi. Bien sûr, je serai là. Quand il raccroche, il se tourne vers Madame Vaillancourt. Je dois partir plus tôt aujourd'hui, si vous le permettez. Une affaire familiale urgente. Bien sûr, bégayait-elle, complètement déstabilisée. Alors que Lucas quitte l'établissement, il croise Alexandre et ses amis qui le regardent avec un mélange de confusion et d'incrédulité. Le fils du ministre tient son téléphone à la main, l'écran affichant une photo de Lucas, bien plus jeune, en toge universitaire aux côtés d'un adolescent souriant. Dans la soirée, toute la France est suspendue aux lèvres du président qui annonce solennellement la nomination de Mamadou Diallo, 35 ans, brillant économiste et diplomate, comme nouveau Premier ministre. Les chaînes d'information diffusent en boucle le parcours exceptionnel du plus jeune Premier ministre de l'histoire de la VE République. Études brillantes, carrière internationale fulgurante et son engagement pour l'éducation et l'inclusion sociale. Une journaliste mentionne « Mamadou Diallo est le fils de Lucas Diallo, éminent professeur de littérature et philosophie politique à l'université de Bamako, contraint à l'exil il y a 15 ans après avoir critiqué le régime autoritaire. Auteur de plusieurs ouvrages de référence sur la démocratie et lauréat du prix international de la liberté d'expression, le professeur Diallo vit aujourd'hui discrètement en France. » Le lendemain matin, une file de voitures officielles et de camions de presse s'arrête devant le lycée Saint-Michel. Mamadou Diallo, élégant dans son costume sombre, descend de sa limousine sous les flashs des photographes. Le proviseur l'accueille avec empressement, suivi de près par Madame Vaillancourt, méconnaissable dans son tailleur le plus élégant. Dans la cour, tous les élèves et le personnel sont rassemblés. Alexandre, livide, se tient en retrait. Inès observe la scène avec un sourire discret. « Monsieur le Premier ministre, c'est un immense honneur de vous recevoir dans notre modeste établissement, déclare le proviseur. L'honneur est pour moi, répond Mamadou d'une voix posée. Je suis venu chercher mon père. Un murmure parcourt l'assemblée quand Lucas apparaît, vêtu de son uniforme de concierge. Père et fils s'embrassent chaleureusement sous les yeux médusés de toute l'école. Mamadou se tourne vers les élèves et le personnel. Mon père m'a toujours enseigné que la valeur d'une personne ne se mesure ni à son titre, ni à sa richesse, mais à sa dignité et à son humanité. Professeur respecté, intellectuel reconnu dans toute l'Afrique francophone, il a dû fuir son pays pour avoir défendu la liberté. Arrivé en France, malgré ses diplômes et son expertise, les portes des universités lui sont restées fermées. Alors il a accepté le seul emploi qu'on lui proposait, concierge. Je me demande combien d'entre vous ont déjà jugé quelqu'un sur son apparence ou son métier, sans connaître son histoire? Cette question vous fait-elle réfléchir? Dites-le moi en commentaire. Lucas prend alors la parole, toujours de sa voix douce mais cette fois, chacun fait silence pour l'entendre. J'ai choisi de rester concierge même après la reconnaissance tardive de mes diplômes, même après le succès de mes livres publiés sous pseudonyme. Pourquoi? Parce qu'ici, j'observe la société française dans sa vérité. J'apprends chaque jour sur ce pays que j'aime et qui, parfois, peine encore à reconnaître la richesse de sa diversité. Madame Vaillancourt, le visage empourpré, baisse les yeux. Mais je reste optimiste, poursuit Lucas, sa voix prenant de l'ampleur. Car je vois aussi des jeunes comme Inès Ben Ali, qui défendent la justice et la dignité sans calcul. C'est pour eux, pour leur avenir, que mon fils va maintenant travailler. Mamadou hoche la tête. Mon premier acte officiel sera de lancer un grand programme de reconnaissance des diplômes étrangers et de lutte contre les discriminations à l'embauche. Pour que plus aucun professeur ne soit contraint de pousser un chariot de nettoyage, pour que plus aucun médecin ne soit obligé de conduire un taxi. Alexandre s'avance soudain, tremblant légèrement. Monsieur Diallo, je voudrais m'excuser pour mon comportement. J'ai été arrogant et irrespectueux. Lucas le regarde avec bienveillance. L'important n'est pas de ne jamais se tromper, jeune homme, mais d'avoir le courage de reconnaître ses erreurs et d'apprendre d'elles. 6 mois plus tard, le lycée Saint-Michel a bien changé. Lucas Diallo n'y travaille plus comme concierge, mais y donne régulièrement des conférences sur la littérature africaine et la philosophie politique. Son livre, Paroles silencieuses, est devenu un best-seller international. Dans la salle des professeurs nouvellement rénovée, un portrait de Lucas trône au mur, avec cette citation. La connaissance n'est pas un privilège mais un droit, et l'éducation n'a de sens que si elle enseigne avant tout le respect de la dignité humaine.
Alexandre Mercier, transformé par cette expérience, a créé un club de débat au lycée, où il invite régulièrement des intervenants issus de l'immigration pour partager leur parcours. Son père, le ministre de l'Éducation, travaille désormais étroitement avec le Premier ministre Diallo sur la réforme du système éducatif. Quant à Inès Ben Ali, elle a reçu une bourse d'excellence pour étudier les relations internationales, créée par la Fondation Lucas Diallo. Un jour, alors qu'il termine une conférence au lycée, Lucas croise Madame Vaillancourt dans le couloir. « Professeur Diallo, dit-elle avec respect, je tenais à vous dire que vos enseignements ont profondément changé notre établissement. Et moi-même. » Lucas sourit. « Vous voyez, madame, parfois les voix les plus douces portent les messages les plus forts. Il suffit de prendre le temps d'écouter. » Ce soir-là, à la télévision, Mamadou Diallo annonce l'adoption d'une loi révolutionnaire sur l'égalité des chances, sous les applaudissements de l'Assemblée nationale. Dans sa main, il tient un stylo usé, celui que son père utilisait pour corriger ses devoirs dans leur petit appartement de Bamako, puis dans leur modeste logement de banlieue française. Le Premier ministre conclut son discours par ces mots. « Mon père m'a appris que la véritable richesse d'un pays ne se mesure pas à son PIB, mais à sa capacité à reconnaître la valeur de chaque individu, quelle que soit son origine. » Aujourd'hui, la France fait un pas de plus vers cet idéal. Dans son salon, Lucas éteint la télévision, ému. Sur sa table, une pile de copies à corriger, car il enseigne maintenant à l'université, tout en continuant à écrire ses livres. À côté, une lettre du président lui proposant le poste de ministre de la Culture. Il prend son téléphone et compose le numéro de son fils. « Mamadou, je crois que je vais accepter finalement. Tu avais raison. Il est temps que je parle plus fort. » Cette histoire vous a-t-elle touché? Pensez-vous qu'il existe encore beaucoup de talents cachés, d'intelligence extraordinaire qui n'attendent qu'une chance de briller? Partagez votre opinion en commentaire et n'oubliez pas d'écrire le mot dignité si vous croyez que chaque personne mérite le respect, quelle que soit ses origines ou sa profession. Dans les mois qui suivent, Lucas Diallo devient un ministre apprécié pour son éloquence et sa vision humaniste. Son histoire fait le tour du monde, inspirant des milliers de personnes. Un jour, il retourne au lycée Saint-Michel pour inaugurer un nouveau centre culturel portant son nom. Dans l'assistance, il remarque un homme âgé en uniforme de concierge. Après la cérémonie, Lucas s'approche de lui. « Monsieur, puis-je connaître votre nom ?»« Jean-Pierre Moreau, monsieur le ministre, répond l'homme timidement. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?»« 37 ans, monsieur. » Lucas pose une main sur son épaule. « Racontez-moi votre histoire, monsieur Moreau. J'aimerais beaucoup l'entendre. » L'homme hésite, puis commence à parler. Derrière eux, Inès Ben Ali, devenue l'assistante de Lucas, sourit en prenant des notes. Une nouvelle histoire de dignité et de reconnaissance est en train de naître. Car comme aime à le répéter Lucas Diallo, derrière chaque personne se cache une histoire que nous devrions connaître avant de la juger. Chers amis, si cette histoire vous a ému, n'hésitez pas à la partager avec ceux qui auraient besoin de ce message d'espoir et de respect. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires inspirantes qui nous rappellent l'importance de la dignité humaine et du respect de chacun, quelle que soit sa situation. Quelles sont les personnes dans votre entourage dont vous admirez la dignité face aux difficultés? Racontez-nous en commentaire.